je reviens sur quelques points, donc notamment la zone grise au niveau de la définition de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat pour notre intervenant, c'est un état d'esprit qui n'est pas forcément lié à un projet d'entreprise. Et là, il y a la distinction entre entrepreneurship versus business. Le deuxième point, c'est le pourquoi de l'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, c'est que l'environnement est mutant, c'est un environnement changeant et par conséquent, l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprendre doit également changer. Un point également très important au niveau de cette intervention, c'est malheureusement l'absence d'une stratégie à long terme au niveau de la vision des acteurs nationaux. Un autre point important, c'est l'importance des technologies, notamment l'IA, l'intelligence artificielle, dans la formation des cadres et entrepreneurs. Et enfin, notre intervenant a invoqué le taux de mortalité des nouvelles créations. Et malheureusement, dans tous les programmes de formation à l'entrepreneuriat, la post-création n'a pas donné sa place au niveau de ces programmes de formation. Je cède la parole à l'audience. Si vous avez des ajouts, des commentaires, le débat après. Très bien. Donc, je cède tout de suite la parole à notre intervenant, M. Kader Anchouch de Injas Mogrek. La parole. J'aimerais bien sûr partager avec vous quelques chiffres qui sont plus ou moins alarmants. C'est une problématique réelle dans laquelle on vit actuellement au Maroc. Si la situation de l'emploi au Maroc est marquée par un très faible employabilité féminine, un fort taux de chômage des jeunes diplômés et des conditions de travail souvent dégradées pour des jeunes précocement déscolarisés. Il faut savoir que le chômage actuellement, on arrive à un taux de 11,2%, dont 18% ce sont des personnes diplômées et 15,1% ce sont des femmes. Et 30,2% ce sont des jeunes et bien sûr 46,7% ce sont de milieux urbains. Ça c'est dû en quelque sorte à une précarité due à une moyenne de scolarisation de 5 ans. Nous rendons compte que la moyenne de scolarisation au Maroc c'est 5 ans, un taux de 26%, de 15 à 24 ce sont des personnes sans emploi et qui ne suivent pas d'études et qui n'ont jamais suivi une formation entrepreneuriale. Le taux de la pauvreté absolue est de 4,9% en 2022 contre 3% qui était en 2021. Le taux d'activité entrepreneuriale est de 4,2% et ça reste le pourcentage le plus faible de la région MENA. Donc toutes ces problématiques, nous en tant qu'association, en tant qu'IJAS, on essaye de répondre comme on peut dans le cadre du possible avec des objectifs, c'est contribuer à l'enseignement et de qualité et réduire la défaillance du système scolaire, conduisant au décrochage scolaire et l'adéquation entre les formations et l'opportunité d'emploi. La plupart des jeunes
des proches leur développent, mais ils sont démunis en quelque sorte des soft skills et je partage l'avis de Sylvie Zazie parce que l'entrepreneuriat c'est un mindset, il faut que tout le monde fasse l'entrepreneuriat, c'est très important. C'est pas quelque chose, une discipline qui est destinée seulement pour les économistes, c'est pour tout le monde. Contribuer à l'accès au travail, baissant notamment chez les jeunes et le lutte contre l'emploi informel. Contribuer à favoriser une meilleure dynamique entrepreneuriale comme Europe et à renforcer l'économie sociale et solidaire. Et contribuer à réduire les inégalités liées au niveau de vie, genre et lieux d'habitation et favoriser les interventions auprès des populations les plus vulnérables. Donc bien sûr, on a une expertise internationale puisqu'on fait partie du réseau Junior Achievement Worldwide, qui est le leader mondial en termes de l'éducation à l'entrepreneuriat depuis 1919. Donc on voit un petit peu les États-Unis, à quel point ils sont développés parce qu'ils font ce genre de programme depuis plus de 105 ans, forte d'un partage de bonnes pratiques entre ces 115 membres qui déploient les programmes auprès de plus de 12,5 millions de jeunes qui sont formés chaque année. Donc il faut savoir que l'ensemble des programmes de Injaz Maghreb, ce sont des programmes de Junior Achievement Worldwide qu'on adapte au contexte marocain. Bien sûr, Injaz Maghreb s'inscrit à la fédération de Injaz al-Arab qui regroupe les 13 pays de la région MENA, à l'exception de la Libye. Donc nos actions, on intervient principalement via deux piliers. Le premier, c'est Injaz Academy. Comme j'ai dit au début, c'est l'ensemble des programmes de Junior Achievement Worldwide. C'est le renforcement, principalement renforcement des compétences personnelles et professionnelles des jeunes dans les établissements scolaires et universitaires publics. Bien sûr, en les préparant à l'emploi, la préparation à l'emploi, l'initiation à l'entrepreneuriat, les technologies émergentes qui est devenue très importante parce que maintenant on parle de l'intelligence artificielle. Donc la technologie, c'est plus une nécessité mais c'est une obligation. Ce sont des programmes qu'on développe avec nos partenaires, que ce soit IBM, Microsoft ou Google. Et bien sûr les soft skills qui sont autant importantes que les technologies émergentes. Et le deuxième axe, c'est le pilier, c'est Injaz Factory. C'est le développement de l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes et leur accompagnement dans la création de projets d'entreprise et de structures de l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, en l'éduquant à la culture de l'entrepreneuriat, à la banque de projets, à la création et gestion et l'accompagnement de la croissance. Les CA de compétences, en fait, nous on intervient par une méthode qui s'appelle Learning by Doing, c'est l'apprentissage par l'action. La meilleure façon d'éduquer un jeune de l'entrepreneuriat, c'est qu'on le pousse à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer une idée de projet, à la tester et bien sûr peut-être à échouer parce que l'échec il fait partie intégrante de l'apprentissage. Et bien sûr ça grâce à des bénévoles d'entreprises qui s'engagent dans nos programmes de formation, que ce soit des bénévoles des cadres d'entreprise ou de professeurs. Et c'est enseigner et partager leur savoir-faire, contribuer à renforcer les compétences des élèves et des étudiants et déployer des formations pertinentes, inspirées de tendances et avancer le monde des affaires. Donc aussi, on essaie toujours de rapprocher l'entreprise de l'université ou des établissements scolaires et préparer les leaders de demain en leur offrant des conseils pratiques pour la réussite des carrières et promouvoir la culture d'excellence et favoriser la réussite des affaires. Nos réalisations, donc dans le cadre de Injaz Academy, donc je vais partager rapidement quelques chiffres. C'est 147 000 jeunes, 903 jeunes formés, dont 52% filles. C'est un chiffre qui est très encourageant pour les filles, mais hélas, quand on arrive à la phase de concrétisation et de lancement de start-up, on trouve que les garçons principalement. Pourquoi on n'a pas de réponse à cette question? Donc, plus de 260 établissements qu'on touche et plus de 1000 bénévoles d'entreprises et enseignants, plus de 90 juniors entreprises créées qui représentent 17% au niveau rural. Aujourd'hui, l'université représente l'ensemble de 57% de nos programmes de formation, le primaire 7%, mais croyez-moi, comme M. Fizazi a dit, il est très important d'intervenir dans le âge, ça veut dire dans le primaire, pour essayer en fait d'influencer les jeunes, pour changer ce mindset
par la suite. Injaz Factory, donc c'est 223 porteurs de projets qui ont été formés, 116 business plans développés et 11 entreprises créées, dont 60 structures de l'économie sociale et solidaire accompagnées et 42 projets levés de fonds développés. Bien sûr, à part les deux piliers qui sont très importants de formation à Injaz, on fait aussi des activités RSE avec le partenaire, principalement Nareva et Manager. Et on a réalisé des colonies de vacances, donc on essaie de rejoindre l'outil à l'agréable en organisant des sessions d'entrepreneuriat pour ces jeunes, des kermesses et bien sûr des caravanes de lutte contre le décrochage scolaire, des bibliothèques scolaires ou des bibliothèques multimédia et bien sûr les prix qu'on donne à la compétition nationale et la compétition MENA. Injaz globalement, bien sûr, c'est plus de 90 partenaires nationaux et internationaux, c'est plus de 4000 jeunes formés depuis 2016, plus de 300 porteurs de projets et coopératives accompagnés, plus de 22 implémentations nationales et plus de 7000 cadres bénévoles mobilisés depuis 2016. Je vais bien sûr abréger rapidement. Donc en fait, c'est le dernier slide. Pour l'évaluation, pour répondre à votre question concernant l'évaluation des programmes de formation, on a fait l'obligation dans le cadre entrepreneurial des compagnies de programme. On a trouvé que 100% des jeunes, ils ont développé leur communication orale, 52 de personnes se débattent, ainsi de suite, vous avez les chiffres. L'employabilité qu'on a fait avec LinkedIn et Microsoft, donc dans le programme Global Skills Initiative, 80% des jeunes, ils ont développé leur capacité à rechercher de l'emploi et développement des compétences interpersonnelles. Dans la partie création d'entreprises d'OFA qui a été développée par M. Pizazi, que je remercie, la partie financière par M. Pizazi, que je remercie énormément bénévolement. Et c'est 82 personnes qui maîtrisent les étapes de création d'entreprises. Et jusqu'à maintenant, 11 entreprises ont été créées. La gestion des coopératives, donc coopérative aussi parce qu'on travaille avec les coopératives, c'est plus de 85 qui ont régularisé leur situation judiciaire, plus de 100% ont développé des compétences organisationnelles. Tout ça, bien sûr, c'est grâce à l'engagement de nos partenaires, donc un engagement solidaire et un appui financier, technique et humain qui permettent à Injaz de renforcer son action et à innover pour répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires. Avant de terminer, c'est Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais bien donner la parole à deux jeunes des lauréats de Injaz, mais aussi des lauréats de l'Université Mohamed V, qui ont passé par le programme de Injaz, plusieurs programmes de Injaz, et c'est notre fierté, et ils ont créé leur start-up en entreprise. Si on peut leur donner la parole pour qu'ils puissent partager leur expérience avec nous. Voilà. On va présenter une. Ouais, c'est un lauréat de l'Injaz, maintenant il travaille avec nous, mais les deux lauréats, c'est... Ah oui, moi aussi il travaille avec nous, ça fait plaisir. Alors. Ça, je reçois. Si vous le permettez. Je me permets avec un grand plaisir. Merci. Allez. C'est Francis. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, si jamais je suis présent avec vous, c'est pour faire un petit aperçu sur mon expérience avec les Moulay. Notamment le premier jour où M. Tarek est arrivé à notre lycée, parce que j'ai passé par différents programmes d'Injaz, partant du lycée avec le premier programme. Donc voilà, je disais que si jamais je suis devant vous, c'est pour présenter mon expérience. D'ailleurs, j'ai commencé par compagnie de programme, qui nous a initiés sur le fondement de l'entrepreneuriat, sur l'état d'esprit qu'un entrepreneur devrait avoir, comme M. Pizazi a mentionné, vous savez son intervention. À part ça, on a commencé par compagnie de programme, mais c'était vraiment c'était parmi les éléments déclencheurs qui m'ont fait connaître ce qu'on appelle entrepreneuriat et ce qu'on appelle un état d'esprit dans l'entrepreneur. Après le compagnie de programme, j'ai pu intégrer la faculté des sciences juridiques de Suisse en économie et gestion, en licence. Et à ce moment-là, j'avais participé à un autre programme d'études qui s'appelait Maghreb College. D'ailleurs, c'était un programme d'échange qui
qui met dans une même compétition, c'est-à-dire dans un seul cadre, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, dans le but de développer une entreprise qui fédère les trois pays sur un modèle et un business model innovant et porteur de valeur. Voilà, c'était le cas. Donc j'ai appris beaucoup de choses à travers les différents intervenants, à travers les différents formateurs qu'on a eus, une semaine en Tunisie, une semaine au Maroc. Donc après cela, il y avait le Covid. Alors, le Covid, il n'y avait rien à faire, soi-disant. Donc on était assis, on était en train de méditer quoi faire. Un jour, je me suis dit, écoute, il y a accumulé un certain bagage, donc il faut l'exploiter, il faut sortir avec quelque chose. Donc j'avais touché le besoin, parce que vous savez, le contexte du Covid a dû neutraliser l'activité de pas mal d'entreprises sur différents secteurs, sur le Maroc, sur le monde entier. Donc à ce moment-là, j'ai apporté toute mon expérience, ce que j'ai appris à Puget, ce que j'ai appris sur l'université. J'ai pu sortir avec mon agence de transformation digitale. Donc, qui a pour objectif d'accompagner les business, les entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises, à transiter entre le milieu, c'est-à-dire l'aspect normal et traditionnel de l'entreprise, avec tout ce qui est paperasse, tout ce qui est process qui sont peu digitalisés, vers un mode et vers une transition aussi digitale. Voilà, donc l'agence est opérationnelle. Travail. Si jamais vous avez des entreprises que vous souhaitez passer en numérique, vous êtes bienvenus. À part ça, là nous travaillons sur le nouveau-né de l'agence. C'est une solution qui touche le secteur éducatif, notamment tout ce qui est école de formation. Parce qu'on a constaté qu'il y a un besoin énorme en termes d'école de formation sur la partie administrative, sur la partie comptable, sur la partie gestion des élèves et des étudiants. Donc on a pensé à créer une solution. C'est un SaaS, qu'on appelle un SaaS, Software as a Service. C'est un modèle innovant. Vous avez parlé d'innovation continue. Donc on a essayé de suivre la tendance. Et voilà, le nouveau-né, on a pu décrocher notre premier client, donc tout se passe bien. Donc si jamais je ne retourne pas à l'idée de votre temps, j'aimerais dire que aujourd'hui au Maroc, certes, on salue vraiment les efforts que fait Ijaz Mreli, que vous faites en tant qu'université pour suivre la tendance et pour aller de l'étudiant vers un étudiant qui est enfermé sur lui, vers un étudiant qui peut parler en public, qui peut oser créer son entreprise. Du coup, je voulais vraiment saluer ces initiatives. Et je voulais vraiment mettre le point sur l'écosystème parce que c'est important. Si jamais vous êtes là, vous êtes différents intervenants, vous représentez pas mal d'organisations, pas mal d'entreprises, si jamais, comme celui d'Asie. Donc, il faut vraiment qu'on pousse la barre un petit peu parce que vraiment, il reste des défaillances. On aimerait bien aller en avant, mais vraiment, il y a des sensibilités. Voilà, donc c'était ça. Je ne vais pas utiliser votre temps. Je vous remercie de l'audience. Merci infiniment. Donc, je crois une deuxième intervention, un témoignage. Salam alaikum. Alors, je pense que oui, je suis un produit de la fac des sciences ici, ainsi qu'un lauréat de Ijaz Mreli. Tu as tout résumé. Alors, par rapport à mon expérience, eh bien, après Maghreb Bridge, parce que j'ai passé par les mêmes programmes que Yamin a passé, compagnie programme, après j'ai oublié le deuxième qui était Smart Start, oui, qui te pousse à créer ton entreprise réellement. Et puis il y a Maghreb Bridge. Après Maghreb Bridge, je me suis dit, allez, ça suffit, j'ai assez appris le mindset entrepreneurial, comment être un entrepreneur, comment tu peux faire ton entreprise, comment la gérer très bien. Il faut passer à l'action, il faut se mettre dans le bain. Et donc, je me suis dit, j'ai essayé de contempler un petit peu mon environnement. J'ai trouvé un problème qui était dans tout ce qui est le lavage des voitures. Et donc, j'ai pensé à une solution qui est le lavage mobile que certainement vous allez connaître. Et donc, j'ai essayé d'établir une entreprise
J'ai créé mon entreprise personnellement. J'ai pas eu recours à un comptable ou quoi que ce soit, juste pour apprendre le processus et tout. Ça a été merveilleux. L'entreprise existe depuis, je pense, 2 ans ou 3 ans. Sauf qu'il y a toujours des difficultés. L'idée de mon entreprise, c'était voilà, de créer une entreprise, d'avoir une certaine entrée d'argent. Cette entrée d'argent, avec cette entrée d'argent, je pourrais poursuivre ma passion. Tout ce qui est personal branding ou de se développer dans le côté RH+. Mais malheureusement, c'était vraiment pas facile, ainsi qu'il y avait des problèmes dans la partie réglementation. C'est la partie, alors c'est le point où je veux que nos chers collaborateurs qui soulignent ce point-là. Alors certainement il y a des points, il y a plusieurs organismes de financement et tout, sauf que la réglementation ne suit pas vraiment l'économie, ne suit pas vraiment le progrès des financements et tout. Pour mon projet, tout ce qui est mobile, tous les projets mobiles, il n'y a pas un règlement, il n'y a pas un cadre réglementaire, il n'y a pas un cadre juridique. Et donc ça, c'est un frein pour l'entreprise. Et personnellement, c'est le frein que j'ai trouvé pour mon projet. Mais bon, on ne s'arrête pas ici. Bien sûr qu'on va suivre, Inch'Allah, notre aventure. Et donc voilà, je vous remercie énormément pour ces colloques-là. Et Inch'Allah, on va y laisser. Merci Sébaré. Merci également pour les jeunes, pour le témoignage, également pour le partage de leurs doléances. Merci Injaz Malik pour son soutien aux catégories les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Avant de céder la parole à Monsieur Nonfel Fassiferi, responsable du programme Invest 212 CDG, qui vient de nous rejoindre, merci infiniment. Je cède tout de suite la parole à Monsieur Jean-Marie, membre du bureau CGN de la région Rabat Salé, qui nous prend la parole. Bon, c'est maintenant aujourd'hui. Je veux d'abord vous remercier pour votre invitation et vous féliciter pour l'organisation de cette rencontre. Pour combien extrêmement important pour l'avenir de notre pays, il faut dire, parce que demain on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de ces jeunes pour qu'on puisse effectivement être à la hauteur de suivre effectivement le développement qu'on est en train de connaître et la vitesse du développement qu'on est en train de suivre. Bon, moi, je n'ai pas prévu de présentation, mais j'ai prévu de partager avec vous un certain nombre d'éléments. Bon, il y a d'abord quelques chiffres. Bon, il y a cité quelques chiffres au niveau du chômage, au niveau de toute l'activité. Bon, je vais en citer quelques autres. Il y a également le volet de la création d'entreprise, parce qu'on en est par rapport à la création d'entreprise sur notre marché. Je porte également une casquette, je suis président de Réseau Entreprendre au niveau de la région de Rabat, et donc je vais vous parler un peu de l'expérience d'accompagnement que nous menons au sein de cette association. Et je terminerai par quelques idées peut-être qui peuvent être soumises sur la collaboration, le partenariat qui peut être fait entre l'université et le monde économique, notamment la CGN. Je pense que c'est extrêmement important et l'entreprise a besoin de l'université a besoin de l'entreprise. On n'a pas cessé de le dire, mais bon, on constate que chaque fois qu'il y a encore un travail à faire pour qu'on puisse établir des pans l'économie qui vont permettre à nos étudiants justement de s'épanouir et de se développer. Alors par rapport aux chiffres, ce n'est pas pour décourager nos jeunes, mais pour dire quand même un certain nombre de réalités de notre pays. Aujourd'hui, j'ai pris les chiffres des rapports de commissariat que je viens de recevoir hier d'ailleurs, concernant les chiffres de 2021. Aujourd'hui, le taux de chômage au niveau de notre pays, il est de 12,3% au niveau national. Il était de 11,9 2020. Bon, ce chiffre-là ne nous donne pas vraiment certaines réalités lorsqu'on est dans le détail. Au niveau urbain, on passe à 6,9%. Et pour les diplômés que vous êtes, les étudiants qui sont ici, pour les diplômés des universités, des écoles, également les instituts technologiques, on passe à 19,6%. Alors, au niveau des femmes, là encore, on dépasse le taux moyen, enfin le taux national, on est à 6,8%.
Alors, si on va un peu plus dans le détail, lorsqu'on parle de diplômé, lorsqu'on parle de diplômé niveau supérieur, alors tenez-vous là, c'est vraiment très alarmant. On est pour le niveau supérieur à 39,7%. 39,7%. Pratiquement 40%, donc ça veut dire que 40% n'arrivent pas à trouver d'emploi, et ça veut dire que notre économie ne génère pas suffisamment de postes de travail pour ces diplômés. D'autres chiffres, je parlais de 40 pour les diplômés. Alors tenez-vous bien là, lorsqu'on va un peu plus dans le détail, les diplômés de techniciens au cadre moyen c'est 37%, mais par contre les diplômés de la faculté, dans une faculté, on est à 45,6%. Donc on n'est pas de 40, on est à 45%. Donc c'est des chiffres qui sont très alarmants. Donc ça c'est une première, peut-être un certain nombre de données sur le taux de chômage. Par contre, lorsqu'on passe à la création d'entreprises, aujourd'hui, en 2021, on a vu la création de 104 910 entreprises, personnes morales et physiques sur notre territoire. Ce qui est, on va dire, relativement une bonne chose par rapport à d'autres années auparavant. Mais, comme a dit tout on est, lorsqu'on compare d'autres pays, on est encore loin au niveau de la création d'entreprises. Bon, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'effectivement, on n'a pas suffisamment sensibilisé, développé la culture d'entreprise au sein de l'école et au sein de l'université. Et d'où l'intérêt justement de cette rencontre. Un autre élément très important également, c'est qui contredit quelquefois ces chiffres-là, c'est la création des auto-entrepreneurs actifs. On est à 300 000 aujourd'hui. Donc depuis la création de ce statut, on a vu beaucoup de jeunes arriver sur le marché et font parfois, bien sûr, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'emploi, et donc ils créent une activité pour eux-mêmes, et tant mieux. Bon, c'est vrai que la loi de finances, il a un peu serré et compliqué un peu la vie aux auto-entrepreneurs, c'est dommage d'ailleurs, mais bon, le texte est passé. On a limité leur chiffre d'affaires par client parce que bon, il y a eu quand même des dérapages. Et c'est dommage, parce qu'il a fallu continuer à encourager la création, parce que c'est une étape en fait. Moi, j'ai une idée, je voudrais essayer, donc il y a le statut de l'auto-entrepreneur qui est très facile. On peut créer sa structure en 24 heures sur un clic. Et on est soumis à des impôts, à problèmes, tout ce qui est administratif, qui sont relativement très limités. Donc, ce qui fait que la création et le développement devient un peu plus facile. Et c'est une étape justement pour créer une vraie entreprise, recruter du monde, etc. Parce que l'auto-entrepreneur ne peut pas recruter. Aujourd'hui, j'étais avec un certain nombre de lauréats de Réseau Entreprendre. C'est des entreprises qui ont été créées, mais ils travaillent beaucoup avec des freelancers. Et ils sont des freelancers, c'est des auto-entrepreneurs. Et donc, ils ont des compétences et on les fait travailler parce que justement, le recrutement parfois est très difficile et parce que le monde change énormément et parce que ces jeunes, lorsqu'ils créent l'entreprise, ont peur de recruter, ne peuvent pouvoir assumer leurs responsabilités et payer les salaires qu'il faut chaque année. Donc, ce qui fait que l'auto-entrepreneur, les freelancers ont trouvé cette brèche et c'est dommage qu'on a limité un peu leur développement. Un dernier chiffre, c'est... Bon, je parlais tout à l'heure du taux de chômage des femmes. Bon, on parle de 16,2% d'entreprises qui sont dirigées par des femmes. Je pense là encore, il y a un effort considérable à faire. Bon, les choses sont en train d'évoluer, heureusement. On a beaucoup plus de femmes et de filles au niveau de l'université qui réussissent. Et je pense qu'on va rapidement dépasser tout ça. Donc ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous montrent qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de création d'entreprises, malgré que je pense qu'il y a d'énormes opportunités qui s'offrent à ces jeunes-là, vu un peu le changement, les différents changements que nous sommes en train de connaître, notamment les changements technologiques, qui poussent certaines entreprises à avoir besoin justement d'accompagnement, donc comme disait tout à l'heure notre jeune, parce qu'on ne devrait pas être dépassé par la technologie, donc il y a des besoins énormes. L'évolution et la créativité, l'innovation au niveau mondial, il est en train de se développer de manière extraordinaire. Et je pense que nous avons notre place
nous avons énormément de compétences, alhamdoulilah. On voit à chaque fois au niveau des différentes écoles d'ingénieurs, au niveau de l'université, et également au sein de l'association, je parle des réseaux entreprendre, lorsqu'on s'en appelle, on reçoit des idées extraordinaires. Et il y a des gens qui ont des idées extrêmement importantes. Et mon deuxième point, c'est en fait l'importance de la création d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que l'entreprise se développe, on n'a pas le choix. C'est l'entreprise qui crée la richesse. Donc si c'est l'entreprise qu'il faut créer la richesse, comme on dit au niveau de réseau entreprendre, pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Et donc il n'y a pas une autre solution. Créer des entrepreneurs, ça veut dire qu'il a commencé depuis le jeune âge pour sensibiliser, accompagner, et par la suite, bien sûr, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a de l'intelligence, et j'en suis sûr, à chaque fois qu'on accompagne des jeunes, il y a un déclic qui se fait, et il dépasse vraiment nos attentes et leurs attentes même. Et donc, c'est un mindset, effectivement, qu'il faut changer. C'est vrai qu'on ne parle pas d'entrepreneuriat, il faut parler d'intra-entrepreneuriat également. On a besoin de compétences au sein des entreprises. Ce qui est malheureux d'ailleurs de dire, c'est que parfois, il y a des besoins chez les entreprises, mais ils n'arrivent pas à trouver les compétences qu'il faut. Et c'est malheureux de dire que, malheureusement, les universités parfois n'offrent pas sur le marché les compétences pour répondre aux attentes des entreprises. Et donc, ce qui fait que le recrutement devient très difficile et on n'arrive pas à faire le matching entre les compétences qui existent sur le marché et les besoins des entreprises et l'évolution des besoins des entreprises, des évolutions qui sont très rapides et importantes. Et d'où la création d'ailleurs d'un certain nombre, lorsqu'on avait des investisseurs arrivés de l'étranger, on a créé des instituts pour faire face justement à leurs demandes au niveau de l'automobile, de l'aéronautique, de nouvelles technologies, etc. Et donc ce qui fait que nous avons besoin que l'université soit beaucoup plus entreprenante. Il est déjà, et il doit peut-être, l'intérêt d'ailleurs se comprendre, se développer encore plus, suivre donc ce développement pour qu'on puisse créer suffisamment d'entreprises pour qu'on puisse effectivement permettre à un jeune de s'épanouir dans cette création. Bon, j'ai quelques on parlait tout à l'heure de la création d'entreprise, on parle également de l'échec. Moi je pense que la création d'entreprise c'est un apprentissage en lui-même. Nous avons vu plusieurs jeunes qui se présentent au sein de Réseau Entreprendre avec une idée, avec un début de business plan. Lorsqu'on fait avec l'accompagnement justement création, on constate que soit que l'entrepreneur n'a pas l'étoffe, le porteur de projet n'a pas l'étoffe d'être entrepreneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le devenir, mais il a besoin pour de temps de formation, de développement de son savoir-être. Et donc, ce qui fait de soft skills dont on parlait tout à l'heure, il a besoin encore du temps. Et donc, ce qui fait on le conseille de ne pas se lancer tout de suite. Mais le parcours qu'il a effectué, il a été très bénéfique pour son employabilité. On se rend compte qu'après, il arrive à s'insérer rapidement, parce qu'il a fait quand même l'exercice de réfléchir à l'idée, d'essayer de le chiffrer, de sortir sur le marché, de poser un certain nombre de questions, etc. Donc ce processus était formateur beaucoup plus peut-être que ce qu'il a reçu auparavant. Au niveau de Réseau Entreprendre, lorsqu'on parle d'accompagnement, je vais vous résumer rapidement ce que nous faisons. Il y a l'accompagnement pré-création qui est assuré par des bénévoles, c'est une association qui mobilise énormément de bénévoles qui sont chefs d'entreprise. Et il y a un accompagnement pré-création, ce porteur de projet il est reçu avec un début de business plan. Il est reçu par une permanente chez nous qui est formée, qui va l'accompagner à améliorer son business plan. Il va rencontrer 3 à 4 chefs d'entreprise pour le challenger sur son business plan. Son business plan, c'est des hypothèses, donc on peut le challenger pour qu'il améliore son business plan, qu'il se pose un certain nombre de questions, peut-être qu'il a envie. Alors, le business plan est prêt, il passe devant un comité qui va juger ce qu'effectivement on lui apporte et l'accompagnement et le financement. Et justement, Réseau Entreprendre se distingue par ceci. C'est qu'on donne un financement qui reste relativement limité. Bon, ce n'est pas les gens qui viennent chez nous pour investir 1 million de dirhams. On est autour de 100 000 dirhams à 210 000 dirhams, mais c'est déjà un début. Donc c'est un début.
Et nous avons des personnes qui ont levé 100 000 dirhams auprès de chez nous, mais après ils ont levé 2 millions de dirhams auprès de d'autres financeurs. Deuxième chose que nous offrons, c'est justement la formation, qui est extrêmement importante, parce que bon, j'arrive avec une idée. Moi, je suis quelque part, l'idée vient parce que je maîtrise quelque chose, parce que j'ai une passion, j'ai un métier. Et par la suite, la complexité de l'entrepreneuriat, je sais où, c'est parce que je dois devenir comptable, coursier, secrétaire, pouvoir traiter avec les gens de marketing, etc. Et donc, il faut quand même quelques formations que nous assurons donc par le bénévole. C'est des formations qui sont pratiques. Dernier point au niveau de l'accompagnement, au niveau de ce que nous offrons, c'est justement l'accompagnement post-création, et qui est extrêmement important parce que ce jeune entrepreneur, il a besoin chaque jour de prendre un certain nombre de décisions sur l'avenir et la pérennité de son entreprise. Et donc, il a besoin de poser la question à un certain nombre de personnes, d'avoir des réponses, de trouver quelqu'un avec qui il peut réfléchir. Et donc, un chef d'entreprise l'accompagne pendant au moins 2 ans. Ce n'est pas du one-shot, c'est un accompagnement commencé sur la durée, pour lui permettre justement, par exemple, alors de taux de mortalité. Les taux de mortalité dans la création d'entreprise, pendant la première, deuxième, troisième année, sont très élevés, ce qui est normal. Mais ce n'est pas des échecs, c'est des personnes qui peuvent rebondir facilement et qui peuvent effectivement faire autre chose ou revenir avec d'autres idées, parce que c'est des échecs, mais c'est des situations apprenantes extrêmement importantes. Et donc l'accompagnement post-création, qui malheureusement n'existe pas beaucoup sur notre territoire, peu de structures le font, et il est très important. Et au niveau de Réseau Entreprendre, il est fait par des chefs d'entreprise, donc qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu un certain nombre de choses. Alors, dernier point dans le package, c'est le réseautage. Parce que bon, lorsqu'on fait du business, si je suis tout seul, si personne ne me connaît, je ne pourrais pas me vendre. Et donc, il faut que je développe mon réseau. Et ça, c'est le conseil qu'on donne à tous les jeunes, que ce soit en tant que chef d'entreprise demain ou peut-être salarié quelque part. Le réseautage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut planifier, faire, fidéliser vos contacts, etc. Et c'est très important. Et donc, parfois, on est conscient de la chose, mais qu'est-ce que nous faisons? Et donc, les jeunes qui sont présents, peut-être pour développer votre réseautage, les personnes qui sont là, il faut prendre leur carte de visite. Il ne faut pas hésiter à leur demander ça. C'est comme ça qu'on développe notre réseau. Je termine par le dernier point. Ça, c'est la raison d'être ici, c'est que je représente la CGM. Je suis mandaté par la CGM, je suis membre du bureau et je m'occupe de la commission capital humain et relations avec l'université. Et donc, je parlais tout à l'heure de la collaboration avec l'université. Je pense que dans l'accompagnement, il y a des stages, peut-être qu'il faut les faire autrement. Il y a des projets d'entreprise, justement. Il y a également, on a constaté que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on a besoin beaucoup de modèles de réussite. Et donc, on peut revenir à l'université, au niveau de la CGM, on a beaucoup de réussite, on peut demander à ces personnes de venir exposer, présenter. Et c'est à partir de là qu'on va stimuler, qu'on va sensibiliser d'une autre manière l'importance de l'entrepreneuriat et l'opportunité qui existe dans l'entrepreneuriat. C'est ça en fait le plus important. Et puis on a d'autres, c'est le mentorat également. Comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement est très important. Et donc, ce qui fait que nous avons des bénévoles qui peuvent effectivement donner, ils ont réussi. Ils ont beaucoup de choses, mais ils peuvent revenir pour justement donner un peu de leur temps et faire du mentorat. J'ai vu que l'expérience de l'école Mohamedia avec un département, et je pense que ça a donné des résultats extrêmement intéressants. Chaque étudiant trouve un mentor pendant une année ou les 2 de sa formation, et c'est un contact permanent pour poser des questions, pour réfléchir sur son avenir, son projet professionnel, sur ses études, sur le marché dont il va s'insérer demain, etc. Et à partir de là, on le prépare. Mais il ne va pas être. Il va éviter d'être à l'abri d'un certain nombre de situations qu'il va vivre une fois qu'il est sur le marché. Je suis en train de parler vite parce que bon voilà, donc rapidement ce que je souhaitais partager avec vous et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, M. Abdouhamid Mari, pour le partage de cette expérience très riche et également pour ses conseils pour les étudiants colombiens. Et je cède tout de suite la parole à M. Jean-Philippe Fassipelli, responsable du programme Invest 212 CDG. À vous la parole.
pour l'invitation. Et en tant que groupe, on est très content de faire partie de ce dialogue-là et de ce colloque. Donc, personnellement, je représente donc, le programme 212 Founders, qui est un programme d'accompagnement lancé par CDG Invest, qui est partie du groupe CDG. Donc, ce que c'est 212 Founders, c'est un programme d'accélération et d'accompagnement de startups innovantes qu'on a lancé en 2019 avec le constat d'aujourd'hui nous sommes un acteur de la place et on a beaucoup de savoir-faire et de savoir de pouvoir accompagner, enfin déployer. Et bon, déjà CDG Invest est un fonds d'investissement, c'est le bras financier de CDG. Groupe CDG, et donc on a investi, on a plusieurs fonds, et un des fonds a été dédié pour dynamiser l'écosystème startup et travailler avec tous les collaborateurs, les incubateurs de la place pour identifier, accompagner, accélérer les porteurs de projets. Depuis depuis le démarrage du programme en 2019, donc nous avons accompagné plus de 85 startups et nous avons investi dans une cadence d'entraide. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que quelques boîtes qu'on avait investi et qui sont passées par le réseau Entreprendre, parce que c'est très important que cet écosystème, on le dise. Donc en fait, les entrepreneurs passent par plusieurs étapes de leur cycle de vie et c'est un cycle d'apprentissage de la phase idéation, incubation, préaccélération, accélération pour passer à la phase croissance dans laquelle on intervient en tant que structure. Donc là, Invia par exemple et Pretaeum sont deux lauréats de Réseau Entreprendre, ainsi que Kifal-Reto. Donc là, en 2 ans, donc, on a réussi à propulser ces deux startups dans l'écosystème international. Aujourd'hui, ils opèrent et aussi à lever des fonds à l'international. Donc, on a attiré des fonds étrangers pour venir investir dans des boîtes qui sont créées par des Marocains au Maroc. Et nous avons également, par exemple, Kifal-Auto, qui est marketplace de voitures d'occasion, qui a aussi fait partie de plusieurs programmes pré-incubation d'entreprendre et aujourd'hui qui a été racheté. C'était le premier exit, elle a été racheté par une boîte africaine qui est dans l'auto l'année dernière. Donc, comme vous avez remarqué, donc, en termes de secteur d'activité, la majorité, donc, on voit tout ce qui est tech, EdTech, FinTech, logistique, donc on est le e-commerce, donc la technologie, aujourd'hui, l'innovation, est un enabler pour la croissance. Donc, toute entreprise ou entrepreneur, oubliez ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oubliez les services classiques, soyez innovants. Parce que c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, avec la digitalisation, avec le scale, d'aller non seulement au Maroc et au marché marocain, mais vraiment aussi à l'international. Donc la technologie est primordiale de cet aspect. Et là, on voulait, on voit aussi la carte où tous nos entrepreneurs opèrent aussi dans les marchés internationaux, Afrique, MENA et même l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, nous sommes présents au Maroc, nous avons cadre depuis 2019 et depuis l'année dernière, on est aussi parti à la rencontre de la diaspora marocaine à Station F en France, parce qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs marocains qui ont réussi à l'international et qu'il faut qu'on les ramène et qu'on leur ouvre la boîte, enfin la porte pour le Maroc et pour l'Afrique. Voilà pourquoi. Et donc aujourd'hui, les entrepreneurs ont un accès à un dispositif de financement, évidemment, qui est indexé à l'accompagnement. J'insiste sur la partie accompagnement, parce qu'on parlait tout à l'heure des sujets du taux de mortalité. Malheureusement, c'est bien, parce que l'échec est important, ça fait partie de l'apprentissage. Je le répète, ce n'est pas choix et tabou de ne pas réussir et d'échouer. Au contraire, c'est un apprentissage en soi. Et le manque d'accompagnement, il faut demander à se faire accompagner, parce que c'est ce qui permet de réussir. Donc, comme disait M. Jean-Marie, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à rencontrer les mentors, à
challenging et ne pas avoir, comment dire, dans ce trace. C'est ce qu'on en voit. Et c'est la réalité des choses. Donc, on est peut-être trop transparent, mais bon, voilà. On disait tout à l'heure, donc l'accompagnement est important. Le dispositif d'investissement, donc ce n'est pas que l'argent qui est important, mais c'est un ensemble. Il y a le dispositif d'accompagnement, le dispositif de mentorat, ainsi que la partie financière. Donc il faut tous les trois pour pouvoir vraiment avoir un projet qui est réussi. Comme vous voyez aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a accompagné plus de 85 startups sur différents programmes et badges depuis le lancement. Quelques-unes sont aujourd'hui reconnues dans le marché public, par exemple guichet.com, c'est une plateforme pour réserver et acheter des tickets pour des événements, exactement la billetterie. Donc on en a pas mal. Vous voyez Sabatic, qui est un peu une plateforme pour les PME, TPE, donc un SaaS, on disait tout à l'heure, donc encore tout ce qui est technologie. Donc l'idée c'est vraiment avoir donc la boucle, donc il faudrait se faire accompagner par des entrepreneurs, des mentors, des experts chacun a son expertise. Il ne faut pas hésiter à faire tout ça, c'est un ensemble de tous ces projets. Aujourd'hui, également, pourquoi, une des raisons pourquoi je suis là aussi, c'est pour dire aujourd'hui qu'on a fait l'accélération pour les entrepreneurs qui ont déjà un produit sur la place, on accélère pour aller scaler pour le Maroc et à l'international. Mais on a remarqué aussi, c'est un constat en fait, souvent tous les intervenants de ce constat, c'est qu'il y a un manque d'entrepreneurs aujourd'hui. On n'entreprend pas assez. Il faut encourager cet aspect-là. Partie idéation, incubation, pré-incubation, sur lesquelles on devrait aujourd'hui, en tant qu'acteur, intervenir avec l'ensemble des acteurs concernés pour pouvoir pousser nos jeunes, nos étudiants à entreprendre et à passer le temps. Être dans le salariat, c'est génial, c'est réconfortant, certes, mais entreprendre, c'est une autre histoire et c'est beaucoup plus gratifiant quand c'est bien fait. Donc aujourd'hui, on encourage, c'est vrai, c'est tabou qu'on se peut dire, on peut tous avoir une zone de confort et être dans le salariat, c'est sympa, on dort tranquille, parce que oui, entreprendre, on ne dort pas, mais il y a d'autres types de gratification qui vont avec. Donc aujourd'hui, la CDG Invest lance un programme de Startup Studio sur lesquels on va intervenir. Donc l'idée c'est vraiment, on a lancé la 212 Founders Academy pour inspirer et former des jeunes à entreprendre. Ceux qui veulent entreprendre viennent à travers nos partenaires pour lancer, pour être accompagnés à développer leur idée. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une idée. Ou même si on n'a pas d'idée, il y a une base de données, une banque d'idées pour laquelle on devrait collaborer ensemble, faire valider l'idée par le marché. Et quand c'est une idée prometteuse, on passe à la partie incubation, dans laquelle on pourrait aussi intervenir en tant qu'acteur pour construire le POC, le MVP, avant d'aller vers l'accélération. C'est toute la chaîne de valeur qu'on est en train aujourd'hui d'aborder. Ce qui est aussi important, quand je reviens à la charge, en disant aujourd'hui, il y a des besoins dans le marché mondial aujourd'hui, et des verticales. Il faut se focaliser sur tout ce qui est fintech, edtech, la deep tech, la green tech. Il y a des besoins et c'est aujourd'hui le futur. Donc il faudrait aller vers ces verticales. Et d'ailleurs, même le Startup Studio qu'on est en train de monter se focalise sur ces verticales-là parce que c'est le besoin. Quand il y a des porteurs d'idées dans ces secteurs-là, vous savez, c'est bien. Vous pourrez évidemment candidater, nous contacter via les différents réseaux sociaux et prendre tout à l'heure, j'ai capté un plus gros, un des possibles challenges, c'est la réglementation. Le régulateur, par exemple, tout ce qui est fintech. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais en ayant la force et le lobby, on va changer les aspects. Donc, travaillons en tant que fintech avec notre startup, et finalement, le régulateur va suivre tout ce qui est demandé. Et je reste ouvert à toutes les questions.
Bien, merci Sinokel Kassiferi pour le partage d'expérience de son organisme. Je cède tout de suite la parole à l'audience pour nous faire part de ces questions. À vous la parole. Alors, bonjour. Ma question est destinée pour monsieur le représentant de la CDG. Je me suis posé la question par rapport au deadline, quand vous avez commencé par rapport au poursuivre. Parce que je pense que bientôt je vais débarquer chez vous par rapport à l'installation. Donc, voilà. En fait, on a 2 batchs par an. Un pendant l'été, enfin le summer batch et le winter batch. Donc le prochain sur lequel on va commencer à lancer l'appel à candidature d'ici septembre, donc c'est le winter batch. Parce que j'ai un MVP déjà, j'ai décroché le premier client. D'ailleurs, j'ai bénéficié de votre formation, de 212 Académique. de l'académie. Ok, d'accord. Voilà, c'est parmi les objectifs, en fait, c'est de lancer cette aspect. Bah, je vous remercie. Monsieur, juste pour winter, c'est en septembre, et pour l'été, ça commence quand? Non, en fait, maintenant, on démarre la winter, et exactement. Ça m'arrive déjà en cours. Donc, on prépare la winter, et puis la summer, c'est pour 2021. Parce que c'est des programmes de 6 mois. D'autres questions? C'est la même. Merci bien. Moi, j'ai retenu des idées intéressantes. Ce qui m'a attiré l'attention, c'est la question du taux de mortalité de ces entreprises qui m'a pris tous ces efforts. Et là, j'ai retenu quelques réponses dans le monde de l'entreprise, aussi dans les témoignages des salariés. Une question qui m'a un peu, c'est la double visage du CGEM. Au début, vous avez dit notre économie ne génère pas suffisamment d'emplois. Après, vous êtes revenu, vous avez dit les universités n'offrent pas suffisamment de compétences. Alors là, ça m'a interpellé. C'est une question très, très importante, c'est-à-dire la question de l'adéquation formation-emploi, et qui a été déjà évoquée, et une étude a été faite par le CGEM en 1996 et est sortie avec le constat suivant. C'est que nous avons à ce niveau-là à comparer le cycle productif, l'évolution du cycle productif, les caractéristiques du cycle productif et les caractéristiques du cycle de formation. Alors, ce sont 2 cycles à caractéristiques opposées. Le cycle productif est un cycle court. Pourquoi il est court? Parce qu'il est impacté par l'évolution technologique qui connaît un rythme très élevé. De l'autre côté, nous avons un cycle de formation qui est long. Actuellement, avec les réformes, on est arrivé à un cycle de bac plus suite. Alors, d'où la question posée. Quel soit l'effort de l'université à prévoir l'évolution du marché, une fois la fournée lancée pour la production des compétences demandées sur le marché, en cours de route, il y aura un changement au niveau du marché, au niveau des zones du marché. Donc, automatiquement, on se trouve à un certain moment avec des compétences qui ne posent pas d'emploi et des emplois qui ne sont pas servis. Et je crois que cette question a été résolue par des réformes en Europe, surtout en Allemagne, où on a ce qu'on appelle l'enseignement et la formation par alternance. Et puis, il y a aussi le système de passerelle qui ne fonctionne pas chez nous, bien qu'il est évoqué au niveau de la loi 01/2012. Et pour ce qui est de la mortalité des entreprises, c'est revenu dans le témoignage, la perception de l'entreprise. Et là, ça a été dit aussi, l'entreprise est un agent créateur. Donc, le porteur de projet, est-ce qu'il cherche à
bien sûr. Donc, l'idée de base, c'est je vais créer une entreprise pour utiliser les ressources. Il faut changer la donne. On va créer une entreprise pour produire la richesse, se la partager. Donc, c'est le changement de facette. Et ce n'est pas seulement le propre du marché. Ça c'est même au niveau de l'administration publique, au niveau de la gestion des collectivités, et c'est ce qui a conduit à la réforme des finances publiques en introduisant la gare, la gestion axée sur le risque. Bon, je vais solliciter. C'était pas une contradiction, donc c'était un fait. Vous avez raison. Je vais commencer par la mortalité. Et effectivement, nous voyons venir un certain nombre de jeunes là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi, parce qu'il y a des subventions, on va se présenter, peut-être qu'on aura quelque chose. Malheureusement, comme vous pensez, il y a certaines personnes qui ne vont pas réussir, qui vont avoir des problèmes, mais bon, là, on peut rien. Réduire justement le taux de mortalité, c'est tout l'accompagnement qui va se faire. D'ailleurs, je pense un chiffre qui est extrêmement intéressant au niveau de résidence propre, c'est que le taux de réussite après 3 années atteint les 80%. Alors que sur les 3 années, de manière générale, on a un taux de mortalité qui est très élevé. Donc il ne dépasse même pas un tiers. Alors pourquoi 80%? Parce qu'il y a tout un processus de sélection, de départ, d'accompagnement, de formation, etc., qui va faire que effectivement, on est là pour la réussite de cette entreprise. Et si effectivement on a le doute tout à fait au départ, on oriente. Donc c'est un entrepreneur qui devait agir pour justement s'adapter au marché et qui devrait effectivement soit abandonner l'idée tout à fait, soit, et d'ailleurs ce qui est extraordinaire, pour un témoignage, c'est qu'on avait plusieurs jeunes avionnaires avec une idée. On a trouvé que le porteur de projet, c'est un vrai entrepreneur. Et l'idée n'était pas vraiment 1003. On a opté pour le financement et l'accompagnement. Une année après, il a changé d'idée, mais il a développé une autre idée et il est parti par le bas et il a évolué. Donc, ce qui fait que le comité qui accompagne et qui décide, il voit l'idée, mais il voit également l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, d'adaptation au marché, etc. Et on demande cette qualité-là. C'est vrai que par rapport à la première question, le cycle de production par rapport au cycle de formation, certes, c'est très important. Il y a un élément qu'on ne retrouve pas malheureusement dans nos formations de nos jeunes aujourd'hui, c'est ce savoir-être. On forme beaucoup plus de techniciens que l'homme ou la femme qui puissent effectivement s'adapter et répondre et apprendre finalement. Est-ce qu'aujourd'hui l'université, même l'université est appelée à changer, je suis malheureux de le dire, mais l'apprentissage aujourd'hui, c'est sur Internet aujourd'hui. Il y a beaucoup d'universités qui ont mis leurs cours sur des plateformes. Et donc, ce qui fait que le savoir, finalement, on peut le trouver. Mais le savoir-être et le savoir-faire, il faut être sur le terrain, il faut peut-être aller dans tout ce qui est alternance pour qu'on puisse former des personnes qui sont capables effectivement de suivre le développement. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, ce qui va changer, on ne sait pas. Et donc, ce qui fait les jeunes doivent saisir cette occasion. Un exemple très simple, parce qu'on est de débat, on peut se permettre. Je suis en train d'accompagner un jeune, c'est un jeune d'université. Il veut créer un restaurant sur le salade. D'ailleurs, je fais de la publicité, c'est Oui Salade. Il est Oui Salade. Donc, il est venu à Louel, il a dit je vais faire un restaurant, il a fait son business plan, j'ai un fermier. C'est 700 000 dirhams, il a besoin de 700 000 dirhams pour ouvrir un store, etc. Quand le marin Loula, 700 000 dirhams, tu ne peux pas le trouver, tu as un problème de local, tu veux être visible, etc. Tu ne trouveras pas de local, ça coûte très cher. Elle dit 700 000 dirhams, j'ai vu que le loyer, il faut faire la première année, la moitié de la vente. Mais tenez à Samchan. Il est tapé à la porte de 2 banques. ودخلنا لعند une banque pour qu'il l'aide الى اخره, ils ont refusé toutes les deux. رجع عندي قال لي بقى النهار الاول قال لي جو développer même une franchise. C'est bien. Mais dans un premier temps, si tu ne peux pas, si la passion d'être, c'est la restauration, c'est la salade, il a plus d'intérêt.
d'intelligence artificielle. Et il était très agile, il écoute. Il a une capacité d'écoute extraordinaire. L'idée qu'il développe 2 fois l'idée, voilà ce que j'ai fait et j'ai fait des choses. C'est extraordinaire. Une des idées, c'est que il travaille avec un des livreurs, la carte du supermarché, je l'ai donc vous avez un partenariat, la publicité, etc. Il y a beaucoup d'intelligence dans le marketing. Et le produit, il faut trouver, il faut que il est fort. Pour revenir à l'intelligence artificielle, on avait un avant de trouver des concentrations de personnes pour pouvoir vendre en maximum à chaque salle. Et donc, on a vu quelques centres. On a un centre d'appel, je connais le dirigeant d'Iado, il y a 300 personnes. Le mec, il faut taper, il faut faire une convention. La dernière idée, le domaine m'a amené un projet de convention. Comment tu as fait? Allez, chat GPT. J'ai besoin d'une convention etc. Ce qui est anecdotique, c'est que le ChatGPT, je ne suis pas juriste, je ne peux pas te répondre sur la thématique. Sinon, imaginez que vous êtes juriste, que vous voulez faire, etc. Le ChatGPT a donné le projet. Il a donné un modèle de contrat, de convention, on a juste modifié certaines choses et on a soumis à l'entreprise. Et pour vous dire l'intelligence qu'il faut développer, en utilisant les outils qui sont à notre disposition. En matière de marketing, à chaque fois qu'il a une idée, il pose à ChatGPT comment je peux faire pour allier ce que etc. Et croyez-moi, à chaque fois, il y a des idées vraiment... Si vous le permettez, si je parle, ChatGPT, lorsqu'ils ont invité des fondateurs de ChatGPT, ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez nous présenter votre business plan? Ils ont dit, on n'a pas préparé de business plan, alors comment vous allez faire? Une fois que la plateforme, le ChatGPT est prêt, on va lui demander de nous présenter son business plan. Et c'était ça. De la CGM qui réclame que l'université n'a pas le lauréat nécessaire pour décrocher le job tout plus simple. Et ça, c'est pas les limites qu'on a au Maroc, malheureusement. Et ça, c'est pas vrai, parce que les statistiques le font. D'ailleurs, si je vois le dernier mois, il dit que plus que 95% ce sont toutes petites entreprises. J'imagine, moi, quelles sont les compétences que ces toutes petites entreprises qui n'ont même pas un PC, qui demandent de l'université, ça n'a pas de lauréat. Je pense que l'université produit des bons produits. C'est vrai, il y a un problème, c'est à développer des soft skills, mais on va commencer à se développer des produits, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Mais je pense que le plus c'est que pour les Marocains, c'est qu'on demande aux jeunes de regarder ailleurs que le Maroc. Parce que effectivement, on doit être un plan international, et la présence internationale, c'est très important sur un marché. Le problème, la bonne nouvelle, lorsqu'on se penche sur le marché international, on réussit très vite. Parce qu'il y a plein de choses qui nous aident à réussir à l'international. Alors qu'au Maroc, on est très lent dans peut-être la réglementation, peut-être autre chose. Mais il faut toujours, peut-être, on n'a pas aussi des dates. Parce que les gens, des fois, même côté business, alors que ce n'est pas vrai des fois. Donc des fois, on dit oui, on se croit que c'est vrai, ce n'est pas vrai, des fois. Il faut tester, il faut avoir des dates. D'ailleurs, parmi les problèmes qu'on va y avoir si on doit adopter l'artificial intelligence au Maroc, c'est qu'on n'a pas des datas. Alors que le marché numérique, ça veut dire qu'on donner des datas fiables à la marché. Donc là, c'est un grand aussi sujet à débattre pour les futurs échanges. Merci beaucoup. La dernière question, je prends la parole.
juste passer à l'action. On peut, ça va partir dans plusieurs séminaires, avoir des formations qu'on veut, mais si on passe par l'action, c'est l'expérience qui va nous permettre de développer les compétences. Et l'expérience, c'est à un âge très bas. C'est-à-dire, moi, quand j'ai voté du journaux quand j'étais nasal, c'est cette expérience qui va me permettre de comprendre c'est quoi les clients. Tu vas comprendre automatiquement. C'est là où on va apprendre la communication. Bien sûr, l'école, il te donne des outils. On peut dire à high level, pour savoir, on va communiquer ici, c'est pas comme la rue Adam, mais l'expérience, il faut juste parce que je sais pas, on est toujours dans des séminaires, mais il n'y a pas d'action après. Donc automatiquement, il n'y a pas de développement. Si on prend le Steve Jobs, le meilleur orateur dans le monde, donc qu'est-ce qu'il fait? Avant de passer sur scène, il répète 100 fois son discours. 100 fois, c'est le meilleur dans le monde, il le répète 100 fois. Et donc, imaginez-vous, on va le répéter 1000 fois. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, d'ailleurs le modèle américain dont je viens, il n'y a rien d'extraordinaire que faire l'exercice, tout simplement. Faire l'exercice, tout simplement. Merci. Dans le même sens, c'est un petit peu ce que fait déjà de l'omnivalue, l'apprentissage par l'action. Très bien, je vous remercie infiniment. Donc, mesdames et messieurs, je remercie les jeunes qui sont ici présents avec nous. Je remercie le comité d'organisation qui travaille longuement pour réussir cette plénière. Je remercie également les keynote speakers de cette plénière, notamment Saga Hamza, M. Kizar Tariq Abchouch, c'est Jambari et M. Naufel Basikeri, et également notre rapporteur Khadija Bosser. Et je cède la parole à la présidente de cette première édition du colloque international sur cette thématique de l'entrepreneuriat et l'éducation entrepreneuriale. À vous la parole. Merci M. Batossa, et donc je réitère aussi mes remerciements à tous les panélistes pour leur contribution, pour cet échange fructueux pour les étudiants. C'est très important parce que à travers tous ces discours, donc on a quand même mis l'étudiant en confiance, on a apaisé quelques soucis qu'il avait donc, par rapport à ça. Donc maintenant il faut foncer, vous avez toute une équipe qui est avec vous. D'ailleurs on a programmé pour vous, profitez-en, les inscriptions sont toujours ouvertes, le nombre de places sont limitées. On a des sessions d'accompagnement par nos partenaires ici présents. Donc ils vont vraiment vous encourager à mettre la main dans la pâte. Donc, pour finir, donc rapidement, je tiens tout d'abord à apporter un hommage à M. le Président de l'Université et qui est aussi le doyen de notre faculté pour son soutien et surtout pour son souci par rapport à l'avenir des étudiants de notre faculté. Donc il encourage toutes les initiatives. D'ailleurs, il a dit que par cette première édition, je veux la concrétiser par la création d'un centre pour que nos étudiants puissent bénéficier d'un accompagnement. Alhamdoulilah, on a les partenaires qui sont là. J'en profite pour les remercier énormément pour leur rapport par rapport à ça. Je remercie tous les participants par leur présence, leur contribution au débat et l'enrichissement de cette première édition. Comme on vous a promis au niveau de l'appel à la communication, c'est que l'échange ne va pas s'arrêter là parce qu'on a la promesse que certains papiers qui seront sélectionnés seront publiés. Donc après, vous pouvez entrer avec M. Naïssa et Mme Benmimoun pour un petit peu vous expliquer comment bénéficier de cette publication qui est indexée. Et donc, c'est pas évident d'avoir pour une première édition un numéro spécial pour les actes de ce colloque-là. Donc, je remercie encore une fois tous les participants et surtout le comité d'organisation, le comité scientifique. La liste est longue, donc je ne peux pas les nommer chacun à sa façon, mais j'aimerais bien que vous leur rendiez hommage en leur faisant un applaudissement très fort.